merci, c'est Ahmed. Je souhaiterais tout d'abord remercier les organisateurs de cette manifestation de m'avoir donné l'opportunité, ça marche pas. Non, ça ne marche pas, c'est Faisal. C'est Faisal. يظل انت بكوش سي فيصل. C'est peut-être mieux. Voilà. Merci aux organisateurs de ces 32e journées de m'avoir donné l'opportunité d'être parmi vous. Et je voudrais aussi, Slem Amen, vous transmettre le message de M. le ministre Rida Chalghoum qui a beaucoup insisté pour que je transmette les salutations de M. le ministre et vous dire combien il regrette de ne pas avoir été parmi nous, des engagements professionnels comme vous le savez, et il est retenu à l'ARP pour la discussion des articles de la loi de finances. Donc, ils vous passent tous le bonjour. D'après le film qu'on vient de regarder, la pression fiscale ou le PPO, exactement, le PPO, c'est la PPO, la pression des prélèvements obligatoires, elle est de l'ordre de 32%, avec un taux de 23 à 24% pour la fiscalité. Et on se pose la question, est-ce que la décentralisation peut ou doit ou va augmenter la pression fiscale? Bien sûr, la réponse est non. Quand même, on ne peut pas augmenter davantage. On ne peut pas augmenter davantage le taux de pression fiscale. Nous avons, comme vient de dire Sid Ahmed, un taux record. Malheureusement, c'est un mauvais record, mais c'est un record quand même parmi les pays compétiteurs, les pays africains. Comment on va faire? Il y a lieu tout d'abord de préciser que la décentralisation, comme l'a présenté Sid Ahmed, c'est une nécessité. S'il y a réellement un aspect révolutionnaire dans la Constitution de 2014, c'est effectivement cette option claire, irréversible pour la décentralisation, rehaussant le rôle des collectivités locales et le statut des collectivités locales en un véritable pouvoir, et mettant fin à une tradition là où le pouvoir est central et centralisé qui date depuis le XIIIe siècle. Ni la Constitution de 1861, ni celle de 1959 n'ont pris option claire, nette et précise pour la décentralisation, et je considère que c'est un atout au niveau de la Constitution de 2014. Tout d'abord, la décentralisation, elle est clairement annoncée au niveau de l'article 14 de la Constitution, et puis les modalités sont développées dans un chapitre à part, c'est-à-dire la Constitution a réservé tout un chapitre, le chapitre 7, au pouvoir local. Dans l'article, au niveau de l'article, c'est les articles 135 à 142, l'article 132, il est clair, les collectivités locales jouissent de la personnalité juridique et l'autonomie financière. Qu'est-ce qu'on entend par autonomie financière? Ces collectivités locales qui vont avoir l'autonomie financière dans ce processus de décentralisation, comment on va l'interpréter? Les juristes sont pratiquement unanimes. Je me réfère au professeur Najib Belaïd, s'il est là ou là, parce que je sais qu'il est enseignant à la faculté de droit de Sousse, qui a bien précisé que par autonomie financière, il faut entendre disponibilité des ressources propres en quantité suffisante, disponibilité des ressources propres. Donc, si on va interpréter l'article 132, autonomie financière, disponibilité des ressources propres. Donc, les collectivités locales doivent avoir suffisamment de ressources propres en quantité suffisante. En quantité suffisante, et doivent avoir la liberté du choix des ressources. Où nous en sommes? Il faut dire que la situation actuelle ne permet pas de répondre à cette exigence. On sait très bien que les collectivités locales aujourd'hui souffrent d'un certain nombre de maux, particulièrement la marginalisation, mais aussi la modicité des ressources et le faible rendement des ressources. Donc, un constat, les collectivités locales sont relativement marginalisées. D'ailleurs, les professeurs du Centre d'études fiscales, et là je salue, c'est une occasion pour leur rendre hommage pour le grand travail qu'ils sont en train de fournir avec leur président Sénéji Bakouche. Je me réfère au professeur Moataz Gargouri qui a bien affirmé que la fiscalité locale souffre jusqu'à aujourd'hui de la marginalisation par les autorités publiques. D'ailleurs, les exemples sont nombreux. Pour ne citer
que la TCL, la taxe au profit des collectivités locales, là où la collectivité locale n'est pas impliquée. Il y a un bénéficiaire d'un côté, donc c'est la dualité, et il y a l'instance centrale qui assure le recouvrement. Mieux encore, la TCL est amputée, parce qu'il y a beaucoup d'organismes, beaucoup de sociétés qui ne la payent pas. Les sociétés dont la marge bénéficiaire est réduite, les SICAV. Donc, c'est des situations qui vont priver les collectivités locales de ressources qui, normalement, doivent leur revenir. Aussi, il y a une confusion parfois. La TCL est confondue avec l'impôt d'État. Si je prends le cas du régime forfaitaire, le montant que payent ces bénéficiaires du régime forfaitaire, aussi minime soit-il, parfois, il couvre le montant de la TCL, c'est-à-dire l'impôt forfaitaire couvre l'impôt sur les bénéfices, mais aussi la TCL. Et par conséquent, la collectivité locale se trouve privée de ressources. Et là, c'est la modicité des ressources. Et qui dit modicité des ressources dit précarité de la situation financière. Moi, je suis en train de faire le constat pour faire le passage vers la réforme envisagée. Donc, précarité des ressources. Les ressources sont très faibles. Au titre des années, si vous pouvez mettre un slide, j'ai 3 slides à vous présenter. C'est ça, voilà. En 2016, 2015 et 2014, ça c'est les chiffres qui m'ont été communiqués par le ministère des Finances, par le service de recouvrement, Walid Rif. Donc les recettes fiscales en 2016 n'ont même pas atteint les 500 millions de dinars. Imaginez pour toutes les collectivités locales des ressources fiscales qui ne dépassent pas les 500 millions de dinars. Donc c'est un peu moins que le 1%, c'est loin de 1% du PIB, avec une variation et une augmentation très minime, très timide. Par exemple, la taxe hôtelière n'a pas augmenté en 2016 par rapport à 2015, mais elle a baissé par rapport à 2014. La TMB et la TIB, 41 millions de dinars, 25 millions de dinars, c'est des montants très faibles. C'est rien du tout pratiquement. La taxe sur les immeubles bâtis qui est censée rapporter à elle seule 1 à 1,5% du PIB rapporte 41 millions de dinars pour toutes les municipalités, mais c'est insensé, c'est invraisemblable. Et ceci a pour effet, bien entendu, une situation, la précarité de la situation financière. Et pourquoi on est arrivé à cette situation? Parce qu'il y a un effet refus. Il y a un facteur qui a contribué à la modicité des ressources fiscales, c'est la multiplicité des amnisties. Il y a eu beaucoup d'amnisties en matière d'impôts locaux. Et lorsqu'on dit amnistie, on va bloquer le paiement parce qu'on va payer le montant exigible pour bénéficier de l'amnistie, puis on ne paye plus parce qu'on attend la prochaine amnistie. Une amnistie qui appelle une autre. C'est comme la théorie du cafard. Lorsque vous voyez un cafard qui sort, tous les autres vont suivre. Et par conséquent, la situation devient très précaire et il y a des difficultés. À quel niveau les difficultés? Les difficultés au niveau du paiement des dettes. Je n'ai pas pu assister avec vous ce matin, mais il me semble que l'un des conférenciers a parlé d'un ensemble de dettes des collectivités locales de 170 millions de dinars. Moi, je me suis référé au rapport aux états financiers de la CPSL, de la Caisse des prêts et des soutiens de collectivités locales, au 31 décembre 2016. Les impayés des collectivités locales sont de 98 millions de dinars. 98 millions de dinars avec un taux de recouvrement qui ne dépasse pas les 60%. Maintenant, vous avez le tiers qui est impayé chaque année. Par conséquent, il y a une baisse des investissements municipaux qui représente moins que 3% des investissements publics. Les dépenses salariales accaparent pratiquement la majorité, c'est à l'instar du budget de l'État. 53% des ressources des municipalités, c'est réservé au paiement des salaires. Et ainsi, et en moyenne, les communes dépensent 117 dinars par habitant
dont 28 dinars uniquement sont consacrés à l'investissement. Et là, on voit dans quelle situation et pourquoi les municipalités et les collectivités locales ne sont pas en train de jouer convenablement le rôle et pourquoi on dit on n'a pas la contrepartie en prestations et en services et en investissement réalisés. Que faut-il faire? C'est la réforme. Là, j'arrive à la deuxième partie de cette intervention encore pour 3 minutes, c'est d'Ahmed. Comment réformer? Et ça, c'est le gros chantier. Ça, c'est le gros chantier. Il y a des axes de réforme. Il faut d'ailleurs définir l'approche. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit codifier au niveau de la fiscalité dans son ensemble? Qu'est-ce que cela veut dire? Un code général des impôts que nous sommes en train de préparer. Au niveau du ministère des Finances, très bientôt, l'ensemble des codes, le code de l'IRPP, le code de la TVA, le code des droits et de procédures fiscaux, ainsi de suite, on va les regrouper en un seul code qui est le code général des impôts. Faut-il insérer la fiscalité locale dans ce code général des impôts ou bien faut-il insérer la fiscalité des collectivités locales dans le code des collectivités locales? Ça, c'est un choix à faire. Aussi, un autre point important, c'est les axes. Nous avons fait un grand travail de réforme qui a été présenté lors des assises de la fiscalité il y a 3 ans, en 2014, et qui sont en train progressivement d'être introduites à travers les dispositions de la loi de finances, mais on n'a pas voulu toucher à la fiscalité locale. Mais la réforme de la fiscalité locale a été déjà bien avancée, on a bien avancé, les axes sont définis et les mesures qui sont proposées sont définies. Je ne vais pas parler des mesures parce que nous avons environ 140 mesures, je vais tout simplement lister les axes, donc simplification du régime d'imposition, élargissement du champ d'application de la TCL, amélioration du rendement des taxes locales, amélioration du recouvrement, et ce sont les moyens qui vont nous permettre d'améliorer les recettes fiscales où je réponds à la problématique, on ne peut pas et on ne doit pas et on n'a pas le droit d'augmenter encore plus la pression fiscale, nous devons améliorer le recouvrement, nous devons améliorer le rendement et nous devons amender, élargir le champ d'application. Suivant. Élaborer un plan pour promouvoir la décentralisation dans l'objectif d'améliorer, voire même de doubler les ressources globales du budget des collectivités locales pour atteindre 8%. Ça, c'est un point de la réforme. Ça, nous l'avons déjà défini. Et la commission de réforme au niveau ministère des Finances qui a travaillé sur ce sujet-là a retenu ce point-là comme étant un objectif et assurer une distribution équitable des ressources entre les régions et les collectivités locales. Il y a beaucoup de théories, l'horizontale, la verticale. On ne va pas trop entrer dans les détails, mais on va choisir le modèle qui convient et qui est le plus approprié. Pour terminer, il y a d'autres axes de réforme. Il y a d'autres axes de réforme qui vont nous permettre d'améliorer les recettes et le rendement de cet impôt. La Banque mondiale a publié un excellent document en 2015, là où c'est une réflexion, un document qui est publié par la Banque mondiale, il y a une proposition que je trouve très intéressante, extrêmement intéressante. La Banque mondiale, dans ce document-là, nous a recommandé, il a dit pourquoi ne pas transférer la gestion du régime forfaitaire aux collectivités locales. Les régimes forfaitaires, qu'est-ce qu'ils ramènent aujourd'hui? 28 millions de dinars. Si on abandonne les 28 millions de dinars, qu'est-ce que ça va changer au niveau de notre budget? Le déficit budgétaire va être le même, les recettes fiscales vont être le même, parce qu'à 28 millions de dinars en plus ou en moins, ça ne va rien changer. Si on est à 4,9, on va être à 4,9. D'accord? Et on va confier la gestion, le recouvrement et les fonds qui vont revenir du régime forfaitaire aux collectivités. Les Français qui sont là, mon excuse, qui ne comprennent pas l'arabe. C'est-à-dire en bloc. On va vous confier la gestion de ces régimes-là. Vous allez pouvoir mieux les cerner. Vous allez pouvoir mieux les contrôler. Ils vont être sous vos yeux. Ils sont au nombre de 400 000. On n'a que 25 ou 26 centres de contrôle des impôts. Donc, chaque centre de contrôle des impôts est submergé de travail. Aujourd'hui, lorsqu'on va, on va les répartir entre 350 municipalités, on va pouvoir mieux les suivre, on va pouvoir mieux les contrôler. Autre axe de réforme, développer le partenariat public-privé. Selon
un modèle adapté pour le financement des infrastructures. هذوما des axes de réforme sur lesquels on va continuer à travailler. Les points que je viens de développer, et du moment où je suis chargé un tout petit peu de suivre l'évolution de la réforme fiscale entre la présidence du gouvernement et le ministère des Finances, nous travaillons là-dessus et nous allons pouvoir, avec l'objectif ultime de ne pas augmenter la pression fiscale. Et je vous remercie. C'est Faisal, je voudrais rebondir par rapport au dernier point que vous avez évoqué concernant le transfert de la gestion des forfaitaires aux collectivités locales. Ce matin, dans les différents panels, on a parlé de l'absence de ressources humaines qualifiées au niveau des collectivités locales qui permettraient un suivi de tels dossiers. Moi, je voudrais avoir votre avis sur ce point-là, avoir aussi votre avis sur le fait que si on va aller en dupliquant ces centres de contrôle d'impôts qui sont au niveau du ministère des Finances, si on va les dupliquer au niveau des collectivités locales, ceci a un coût. Qui va le payer? Est-ce que je peux avoir votre avis? Après, on verra l'avis de Sinéji Bakouche. Oui, la question elle est très pertinente. Parce qu'il ne faut pas qu'on augmente aussi, on n'a pas le droit, on n'a pas la possibilité d'augmenter le taux de pression fiscale, mais surtout aussi, il ne faut pas augmenter la rémunération publique. Déjà, nous sommes à 14, 15, 16, j'en sais rien, % du PIB, il ne faut pas qu'on l'augmente davantage. Il doit y avoir un transfert des compétences, obligatoirement. Il faut préparer un texte. Je sais que la réflexion au niveau présidence du gouvernement est déjà engagée. Madame Garbi connaît mieux que moi ces détails-là, mais je sais qu'il y a une réflexion qui est engagée pour assurer le transfert, la mutation du personnel déjà existant, d'un effectif déjà existant au niveau central au profit local, d'accord? Sans qu'il y ait de nouvelles ressources, sinon si on va même pas alléger, on va encore alourdir les collectivités locales par un effectif, un sureffectif, et on va se retrouver avec 14-15% du PIB au niveau fonction publique et 15% du PIB au niveau de la municipalité. Donc, obligatoirement, il faut maîtriser cet aspect-là.